sono molto contenta di presentarvi Bernard Arras. Farà il suo intervento in francese, però sappiamo che per noi semiotici italiani il francese è una lingua quasi d'obbligo. Allora, vi presento Bernard Arras, anche se in questo caso, come sempre, dovremmo dire che non ha bisogno di presentazioni, però lo presento lo stesso perché altrimenti non si presenta mai nessuno. Allora, Bernard Arras è professore emerito di semiotica e di metodologia della ricerca all'Université Paris 1, Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, e le sue ricerche recenti riguardano in particolare la semiotica pragmatica e cognitiva e la semiotica sistemica applicata alla cultura visuale, numerica e materiale. È cofondatore di un gruppo della rete che molti di voi conoscono, cioè il Grand Paris Semiotique, di cui fanno parte moltissimi colleghi e amici. E Bernard dirige molti siti web sull'immagine e ha diretto una ventina di progetti interattivi ed è anche il fondatore e direttore della rivista internazionale di comunicazione MEI, sulla quale molti di noi tra l'altro hanno delle pubblicazioni. È autore di quasi 270 libri, tra libri, capitoli e articoli scientifici pubblicati in molte lingue. Ora non faccio tutta la lista che trovate facilmente, però appunto l'abbiamo invitato perché innanzitutto è stato anche il mio garante dell'HDR, l'abilitazione a dirigere le ricerche di dottorato, ma naturalmente questa non è la motivazione principale, è un nostro collega e amico di lunga data e soprattutto per coloro che tra noi si occupano di semiotica del design. E diciamo che Bernard Arras ha un altro aspetto interessante per la semiotica e le altre, cioè si è occupato di diverse discipline in collegamento con la semiotica e diversi campi di ricerca. Adesso passo al francese perché avevamo pensato con Bernard, farà un discorso, ma ci sarà anche qualche domanda. E quindi la prima, allora Bernard, l'aspetto interessante è che inizia tutto appunto dalla sua tesi sulla semiotica dell'immagine. Donc Bernard, tu as tout commencé à partir de la sémiotique de l'image, en particulier avant d'arriver au design et à plusieurs domaines, et en particulier sur la question des diagrammes et des métaphores concernant aussi les dessins des enfants. Donc, à toi la parole. Merci Michela. Bonjour à tous. Je suis désolé, je ne parle pas l'italien. Je vais donc devoir parler le français. Je vais essayer d'être pas trop rapide. Je parle très rapidement normalement. Mais en tout cas, si par moment certains termes vous échappent, peut-être que Michela pourra les traduire. Mais globalement, nous avons le même vocabulaire théorique, donc ça devrait être compatible avec votre compréhension. Effectivement, j'ai enseigné la sémiotique pendant 35 ans, à peu près, un peu plus même. Et j'ai commencé par enseigner les deux sémiotiques, structurale et pragmatiste, simultanément à mes étudiants. Et puis, je me suis résolu un jour à n'enseigner que la sémiotique pragmatiste. Donc, pendant à peu près 15 ans, un peu plus peut-être même, je n'ai enseigné que la sémiotique persienne. Je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est un choix. Voilà, je trouvais qu'elle était plus couvrante. Voilà, par rapport au domaine que j'étudiais, je n'étais pas moi-même, comme la plupart de mes collègues sémioticiens français, issus des disciplines littéraires. Et donc, comme je venais plutôt du monde de l'image et des médias, je trouvais dans la sémiotique pragmatique beaucoup plus d'outils que dans la sémiotique structurale. Voilà, un peu comme vous finalement, je pense, parce qu'en Italie, vous avez toujours été formé aux deux sémiotiques. Moi, j'étais aussi formé aux deux sémiotiques. Et donc, j'ai pu à un moment choisir l'une par rapport à l'autre dans mes enseignements et même dans mes recherches. Certains d'entre vous ont d'ailleurs participé à une enquête que j'avais réalisée il y a quelques années pour la revue Signata sur les différentes pratiques que les sémioticiens internationaux avaient choisies. Alors, pour revenir plus directement à ce que je fais et la connexion avec les autres disciplines, je dirais que j'ai développé deux grands axes sémiotiques. Une sémiotique que j'appelle passive, c'est pas très juste, c'est la sémiotique des audits, c'est la sémiotique des analyses.
et une sémiotique active qui est beaucoup plus orientée vers les dimensions expérimentales et vers les dimensions du projet. Et c'est donc dans ce cadre-là que je connecte la sémiotique au design. J'ai créé il y a une vingtaine d'années, 20 ans exactement, un master multimédia interactif dans lequel nous réalisons des multimédias interactifs. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que mon activité de sémioticien du design a été la plus intense. Et pour ce qui est de l'image, je vais commencer comme ça. J'ai été aussi je suis toujours très intéressé par l'image. J'ai publié beaucoup de choses sur l'image. Pour moi, l'image, ça relève aussi soit du design de communication, soit du design graphique, soit de la photographie. Bon. Mais donc j'ai 4 domaines que je vais présenter assez rapidement aujourd'hui, parce qu'on n'a pas un temps considérable. Je vais peut-être même, contrairement à ce qu'a dit peut-être Michaela, je vais raccourcir certains domaines. En tout cas, c'est vrai que je vais parler de la sémiotique du graphisme, qui pour moi était très connectée aux sciences cognitives et à la psychologie développementale. C'est comme ça que je vais dire que j'ai vraiment commencé, puisque c'est vraiment dans ce domaine-là que j'ai fait ma thèse de doctorat. Ensuite, il y a un deuxième pan qui s'est développé, on va dire que c'était professionnel, puisque j'étais dans un département, je dirigeais même un département de communication et culture, et donc mes cours portaient essentiellement sur la sémiotique de projets culturels. Voilà, ça s'appelait conception et mise en œuvre de projets culturels, parce qu'en France, ça a un tout petit peu changé, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme design officiellement, parce que c'est un terme qui est supposément anglais, alors que vous le savez, il vient du latin, il est passé par le français, etc. Mais notre ministère est particulièrement vigilant et peut-être réactionnaire, non, franchement réactionnaire et aussi vigilant. Donc dans ce domaine-là, j'ai beaucoup travaillé sur les effets et les conséquences des dispositifs sémiotiques, de l'exposition, des événements, etc. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Ensuite, il y a tout ce qui vient de l'analyse vraiment des images. Alors ça, j'ai toujours conservé une grande quantité de recherches et de publications. Donc c'est un des créneaux les plus présents, où je suis le plus présent, tant en termes de livres, de direction d'ouvrages, etc. Et finalement, bon voilà, j'en ai parlé il y a 2 minutes, c'est la sémiotique des interfaces et du design interactif. Alors, je vais commencer en revenant sur ce qui a été ma base finalement, c'est-à-dire, puisqu'on parle des disciplines autres, j'ai un doctorat d'esthétique aussi, et je suis aussi diplômé en art visuel. Donc, c'était vraiment ma base. Et dans ma thèse de doctorat, je travaillais sur le cinéma, et notamment sur la production de storyboard et sur la production de cinéma et de vidéo et de storyboard par des gens qui ne sont pas des spécialistes. C'était il y a longtemps, je ne sais plus, dans les années 80. Et ce qui m'intéressait, c'était la façon dont les jeunes, notamment, s'appropriaient les nouveaux outils de la vidéo, notamment, qui était débutante à cette époque. Bien évidemment, tout a changé et ma thèse était en quelque sorte précurseur, puisqu'aujourd'hui, avec un smartphone, on peut faire des tas de choses et on peut le voir sur Instagram ou sur TikTok. Les jeunes sont très utilisateurs de ces médias. Mais ce qui m'a finalement le plus intéressé dans cette thèse, c'était effectivement les écarts entre l'âge des producteurs qui avaient, je travaillais avec des adolescents qui avaient, on va dire, 15 à 18, 19 ans, entre leurs prétentions en tant que réalisateurs de vidéos, d'une part, et leur capacité à dessiner. Et j'étais très surpris de voir leur difficulté à représenter par le dessin des mises en scène que pour autant ils allaient essayer de mettre en œuvre. Alors, il faut dire que j'ai aussi fait des études de psychologie parallèlement à mes études d'art et de sémiotique. Et donc, je me suis penché sur cette question-là et j'ai commencé à reprendre les choses à la base, c'est-à-dire que j'ai vraiment étudié le dessin de l'enfant, des enfants, puis des adolescents et des adultes non spécialisés. Ce qui fait que j'ai développé un certain nombre de recherches, notamment internationales, avec le Canada, la Chine, le Japon, les Philippines, etc., autour de ces questions. C'était vraiment
sémiotique et esthétique expérimentale. C'était les deux disciplines que je combinais. Je vais donner juste un exemple parce qu'il était assez frappant de ce genre d'études qu'on faisait. C'était une recherche proposée par mes collègues japonais qui disait, donc c'était la question de la représentation de l'espace. Donc dans un groupe de recherche sur la représentation de l'espace. Et en l'occurrence, les collègues japonais avaient proposé que toutes sortes de publics, on commençait, je crois, à 4 ans, et ça se terminait avec les adultes. L'idée, c'était dessine un coq qui passe en marchant devant un arbre. Donc, vous voyez les problèmes de représentation, de superposition, etc., mais aussi de représentation de gestion de l'espace, bien évidemment, mais aussi, et c'est apparu comme ça, de gestion de la représentation du coq. Et à notre grande surprise, nous avons découvert qu'au Japon, comme en France, mais aussi dans d'autres pays, aux Philippines, au Maroc, les coqs n'avaient pas toujours deux pattes. Voilà, par exemple, ici, je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir. Je n'ai pas trouvé d'autres documents, mais vous voyez ici que là, c'est une Française qui a 13 ans, entre 13 et 15 ans, c'est une étude longitudinale, au moment où on lui pose cette question. Donc, à 13 ans, elle représente un coq avec deux pattes. Puis, comme il y a une enquête conduite dans son école au sujet d'un problème de coq à quatre pattes, l'enquête est recommencée. Et là, elle a entendu parler de cette histoire de coq qui pose problème. Et là, quand elle a 14 ans et 15 ans, comme vous pouvez le voir ici, elle représente des coqs à quatre pattes. Ça, c'était un grand sujet interculturel. Comment se fait-il qu'au Japon et en France et dans d'autres pays, sauf en Chine, où le phénomène est très rare, comment se fait-il qu'il y ait des représentations de coqs à quatre pattes? Donc, c'était très intéressant en termes de sémiotique culturelle et comparative d'étudier ça, aussi en termes de sémiotique cognitive. J'ai publié beaucoup de choses sur ça et je vous invite, si ça vous intéresse, d'étudier les coqs à quatre pattes et pourquoi on produit tant de coqs à quatre pattes. Alors sachez que quand même, c'est massivement les filles qui produisent des coqs à quatre pattes. Les garçons produisent peu de coqs à quatre pattes, aussi bien au Japon qu'en France. En France, il n'y a vraiment pas de garçons qui produisent des coqs à quatre pattes. Et donc, l'idée, c'est finalement qu'il y a une régression de graphique par rapport au résumé cognitif, c'est un peu technique, pardon, au résumé cognitif qui fait que les propriétés figuratives qui sont sélectionnées sont celles de l'animal, qui est plus un quadrupède que finalement un coq, qui est un animal relativement rare dans l'expérience générale et qui pose des problèmes. Je me souviens avoir interviewé, on a été réinterviewé ensuite les enfants qui avaient dessiné les coqs à quatre pattes, et certains avaient des doutes sur quoi le coq était constitué. Est-ce qu'il était constitué de poils, de plumes ou d'écailles? Ça n'était pas aussi évident que ça. Ça a été très inquiétant pour nous d'entrer sur ce terrain très glissant des représentations que nos jeunes avaient d'un animal pourtant apparemment aussi fréquent. Voilà, ça c'est pour dire à peu près le genre d'études que j'ai faites pendant de nombreuses années, que je continue d'ailleurs, donc avec la dimension cognitive et expérimentale qui est à la fois qualitative et quantitative. Ça a continué, je continue toujours dans le cadre d'une recherche internationale européenne qui débouche sur ce qu'on appelle en anglais les visual literacy. Je ne sais pas comment vous traduisez ça en italien. En français, on parle plutôt d'éducation à l'image. C'est pas facile à traduire. Alphabétisation visuelle, c'est horrible. Et effectivement, ce n'est pas de l'alphabétisation visuelle. Mais en tout cas, on travaille sur le développement des compétences visuelles. Et je suis en quelque sorte le sémioticien de service dans ce groupe qui est très orienté Allemagne et pays du nord de l'Europe, mais il y a aussi des Italiens dans ce groupe de recherche internationale qui est financé donc par l'Union européenne. Voilà, ça c'est une des branches dans lesquelles je travaille. Je vois que le temps passe très vite, je vais aller donc vite pour le reste. Bon, je ne vais pas parler de tout ce qui est... je vais aller plutôt directement au... Oui, je peux te relancer si tu veux, parce que en fait, tu es aussi dans notre comité scientifique, Ouais. dans Ocula,
à la fois comme sémioticien, aussi comme sémioticien du design. Donc, c'est vrai que toutes tes études sur la sémiotique des interfaces, et sur la sémiotique du projet, et notamment aussi le travail que tu as fait pour le ministère de la Transition écologique sont très intéressants pour nous. Donc, c'est vrai que ça nous intéresse aussi voir comment tu es passé d'une sémiotique passive, comme tu l'as dit tout à l'heure, à une sémiotique active comme déclic pour travailler dans les projets. Alors, effectivement, pour moi, c'est important que le sémioticien soit engagé. C'est-à-dire que le sémioticien en chambre, j'ai pratiqué aussi une sémiotique en chambre, mais ça m'a toujours semblé trop déconnecté des terrains. Donc, j'ai toujours essayé d'avoir des terrains d'application, à la fois d'études et d'application. C'est-à-dire, l'éducation, c'en est un, mais aussi tout ce qui relève de la communication en général. Donc, c'est dans le cadre de ce master multimédia interactif que j'ai développé avec mes étudiants et mes collègues, des projets qui avaient pour destination des publics. Étonnamment, au début, on travaillait pour des publics plutôt artistiques et culturels, et finalement, depuis une dizaine d'années, on travaille essentiellement pour des publics scientifiques, et donc avec des scientifiques. L'expérience dont je vais dire quelques mots là, c'est faite avec le ministère de la transition écologique et sociale, qui nous a passé une commande d'un dispositif de gestion du littoral. Donc, comment on gère le littoral et comment on peut répandre l'idée que la gestion du littoral est une affaire très sérieuse. Je vais expliquer, tant pis je voulais vous montrer quelque chose. En fait, donc c'est un grand jeu de 80 cm par 80 cm, c'est un jeu de plateau qui a des pions qui sont connectés électroniquement avec une interface qui va comptabiliser les positions des pions et les transmettre à un écran qui va visualiser les données de placement des pions. Alors, les pions correspondent à un opérateur électrique, des pêcheurs, du tourisme et de la pêche. Voilà. Et donc, ce sont ces 4 opérateurs qui sont en compétition sur le littoral. Au début du jeu, on laisse le jeu, c'est du capitalisme sauvage, chacun peut placer ses pions et il y a un calcul qui se fait automatiquement qui est visualisé sur un écran de visualisation de ce que ça donne en termes de sustainability, comment dire, de capacité à résister pour le littoral si tout le monde met des éoliennes, de la pêche sauvage, etc., etc. Il y a un résultat qui s'affiche et on passe à une deuxième étape de jeu. Et la deuxième étape du jeu, c'est cette fois-ci de la coopération. Comment obtenir le meilleur score en coopérant pour que le littoral soit préservé et qu'en même temps les activités soient préservées aussi. Et puis la troisième phase, on crée un accident, on crée un phénomène social ou météorologique grave, un tsunami, etc. Et comment les différents opérateurs vont réagir. J'en viens, donc c'était un vrai problème de design, bien sûr, mais c'était aussi le problème de design des pions. Les pions donc, il y a 4 types de pions. Il y a dommage, je ne peux pas vous les montrer là, c'est un peu bête même. Il y a donc une sorte de bateau pour représenter la pêche, une éolienne pour représenter les éoliennes, bien évidemment, et puis un surf pour le tourisme, et puis je ne sais plus quoi pour le quatrième. Bref. Le problème de nos pions était multiple, et ça a été l'occasion d'une vraie discussion de sémiotique appliquée au design de pions. Il fallait qu'ils répondent à plusieurs exigences. Premièrement, les tests avaient montré que les premiers pions que nous avions réalisés en bois tombaient en panne au bout de 200 ou 300 parties. J'ai oublié de dire que c'est un jeu qui se joue dans des salons publics. Donc, il y a de nombreux acteurs qui manipulent le plateau et les pions. Donc, nos pions ne résistaient pas suffisamment longtemps. Donc, on a décidé de les faire en 3D. Il fallait que les pions soient colorés. Il y avait un projet donc chromatique. Il y avait une question de matière. Donc, le bois a été abandonné au profit de l'impression 3D. Et là, on travaillait pour le ministère de l'écologie. Donc, le bois, ça avait du sens, mais l'impression 3D avec des plastiques, ça en avait moins. Et là, nous avons choisi, donc, dans une vraie réflexion sémiotique des matériaux, nous avons choisi des matériaux qui étaient fabriqués avec du coquillage, de la poudre de coquillage. Seulement, la poudre de coquillage avait de très beaux effets
stylistique. En revanche, en termes de solidité, c'était très médiocre. Dès qu'un pion tombait, il était brisé. Donc en termes d'écologie, c'était parfait, mais en termes de résistance, c'était médiocre. En termes de chromatisme, c'était pauvre, parce qu'on n'avait que des effets de nacre, plus ou moins brun, blanc, gris, etc. Donc, avec nos étudiants, on a vraiment conduit une vraie étude sémiotique des CALIA pour pouvoir croiser toutes ces informations et finalement faire des choix et les proposer au ministère qui avait un vrai souci de correspondance entre les différentes étapes de la réalisation de ce jeu et, et ce qu'on offrait en termes écologiques. Finalement, tout ça a été rayé de la carte, c'est pour ça que je voulais en arriver à ce point, parce que finalement, nous n'avons pas réussi à vraiment tout combiner et nous avons dû sous-traiter une partie de notre production 3D en imprimante 3D. Et finalement, le projet est parti en Chine. C'est bizarre, mais c'était comme ça. C'était l'intermédiaire auquel nous avions fait appel ne pouvait travailler qu'avec des Chinois. C'était la pleine période de la Covid. Et donc, nous n'avions plus de possibilité de travailler ensemble avec nos étudiants. Le projet est parti en Chine. Et là, les Chinois n'ont pas du tout pris en considération nos demandes. Ils ont simplement utilisé du plastique de récupération et ils ont produit des couleurs très, très chinoises qui n'avaient rien à voir avec notre projet chromatique initial, abondamment travaillé avec la sémiotique des CALIA, mais le dispositif industriel a tout rayé. Et nous avons eu au lieu d'avoir des surfaces semi-mates, nous avons eu des surfaces très brillantes. Au lieu d'avoir des couleurs très pastel, nous avons eu des couleurs très chinoises, je disais. Et le matériau était vaguement un matériau de récupération. Ça, c'est une expérience très intéressante développée en réel. Le dispositif fonctionne. Il est utilisé, alors évidemment, il est utilisé maintenant dans des petits groupes de pratique, alors que nous l'avions utilisé il y a 2 ans dans des grands groupes, dans des salons. Voilà, ça c'est pour donner un peu des aperçus sur la façon dont je gère plusieurs disciplines. D'une part, le constructivisme avec les cultural studies, l'esthétique qui est toujours présente en fond dans les recherches que je peux faire, le design qui est un terrain d'application majeur. Ce n'est pas pour moi une discipline, mais c'est un. Je sais, je peux choquer quelques-uns, donc peut-être que Michaela est choquée, mais je pense que non, ce n'est pas une discipline, c'est un domaine d'application. Je crois que je l'ai dit, le constructivisme est une des bases aussi très importantes avec les approches systémiques que je mixe avec l'étude pragmatiste. Et pour moi, le pragmatisme est vraiment une approche d'observation et de modification, notamment dans dans ce qu'on appelle la recherche-action, des effets et des conséquences. Là, j'ai parlé des effets de notre étude adaptée aux pions pour ce jeu de gestion du littoral. Mais la question qui m'importe beaucoup, c'est celle des conséquences. Quelles sont les conséquences de nos actions sur le monde et comment un sémioticien engagé et impliqué peut accompagner ces conséquences et leurs retombées, c'est-à-dire les conséquences des conséquences. Voilà, je ne sais pas si oui, je pense que j'ai déjà débordé. Je suis désolé pour les 2 minutes, 3 minutes même de débord. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Bernard. Et c'était très intéressant pour moi cette question de la sémiotique passive et active et aussi la question de la sémiotique des chambres et que tu opposes à l'engagement du sémioticien. Et je me permets avant les autres de commencer une petite question. Si les personnes qui ont le micro ouvert peuvent le fermer parce qu'on entend des bruits. Et donc, ce que je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que tout ça, tous tes domaines d'application, moi aussi je suis d'accord qu'il ne s'agit souvent pas des disciplines, eh bien, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté par rapport à ta théorisation sémiotique, parce qu'il y a des va-et-vient que tu as toujours fait très intéressants. En fait, par certains côtés, j'ai beaucoup de mal à séparer
les choses. C'est un sujet sur lequel mon groupe de recherche actuel, le groupe de Grand Paris Sémiotique, nous travaillons, c'est la question de l'éclectisme. Effectivement, je reconnais que j'ai une démarche très éclectique. Et cet éclectisme-là, il en est au point de l'enchevêtrement, de l'entrelacement, j'aime bien le mot entrelacé, entre les pratiques et la théorie. Il y a des entrelacements presque constants. Et je me demande toujours ce qui est. Enfin, je sais pas, en fait, je me pose assez peu de questions sur ça, finalement. Mais je me demande toujours pourquoi finalement il y a des sémioticiens qui sont très respectueux de la théorie et d'autres qui le sont beaucoup moins. Dans mon groupe de recherche, il y a plus de structuralistes, de grémaciens, beaucoup plus que de pragmatistes. Et je vois bien qu'il y a une sorte de volonté d'alignement sur une sorte de pureté théorique, que moi je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas de pureté théorique et je pense même que c'est dangereux d'avoir une pureté théorique. Et en plus de ça, j'ajoute cette dimension, on va dire, de l'engagement. C'est d'ailleurs le premier livre sur lequel on a travaillé dans notre groupe de recherche. On a travaillé sur la sémiotique qui va sortir dans quelques mois. Sémiotique impliquée, sémiotique engagée. Voilà. Merci Bernard. Je partage complètement ton avis, perché questa questione della semiotica impliquée e engagée, insomma, parla a tutti noi e è Moi, molto importante. Didier. bonjour, merci beaucoup Bernard Salut Didier. de ton intervention qui me rassure beaucoup. Je pense que le problème que tu poses, moi je l'ai vécu personnellement aussi, hein, mon entrée en sémiotique, notamment en tant que chercheur, est passée par les objets. Et je crois que ce que tu entends par sémiotique passive, bien évidemment, moi je souligne plutôt un trait de modestie. Je crois que, y compris moi, à partir de Grémas, la théorie sémiotique s'est beaucoup nourrie des objets. Et il est évident que lorsqu'on aborde les questions sémiotiques à partir des objets, on est contraint à l'éclectisme. Je crois fondamentalement à cela. La sémiotique théorique elle-même, lorsqu'on la voit, on s'aperçoit, ça c'est mon point de vue, hein, qu'elle se nourrit beaucoup de disciplines annexes ou connexes, comme on peut le dire, et que de toutes les manières, c'est un peu ça l'essence de la sémiotique, qui s'est développée finalement par agrégation de principes logiques, en fait, de principes théoriques qui viennent d'autres disciplines. Et je crois qu'il y a une espèce alors peut-être une rapidité, une espèce aussi de lenteur, hein, c'est-à-dire de partir des principes d'organisation ou de principes structuraux d'un objet pour les transférer à la sémiotique théorique. Moi, c'est la démarche que j'ai. Je sais que j'ai eu toujours beaucoup de difficultés à exister, notamment au sein de la sémiotique grammacienne à cause de cela. La question, c'est de savoir comment les objets même, dans leur ontologie, arrivent à être source d'émergence d'un ensemble de principes qui sont traduits par la théorie. Alors, ce que tu appelles pureté théorique ont cette capacité justement à transférer, mais l'air de rien, en fait, des principes théoriques qui viennent des objets. Moi, je pense réellement, je prends même la littérature, y compris la littérature. Quand Grémas commence à développer la théorie des modalités, je crois que ça a parti des textes littéraires. On peut également voir la même chose, notamment lorsqu'on travaille sur les principes, notamment sur la phénoménologie. On s'aperçoit qu'en fait, c'est le statut des objets réels qui contribue à construire un fait théorique. Voilà, tu dis passive, j'entends ce que tu dis, mais je crois qu'il y a une vraie démarche qui est une démarche de transfert de principes théoriques. Il faut imaginer que les objets ont une structure dont les objets incitent, ou en tout cas contraignent à des réflexions théoriques, mais qui sont transférées par la sémiotique. Voilà, c'est juste un point de vue que moi j'ai. Alors, est-ce que c'est la sémiotique grémacienne, est-ce que c'est la sémiotique persienne, etc. C'est un peu compliqué. Pour moi, en fait, de percevoir. Je pense que le passage par la phénoménologie est souvent beaucoup plus utile de ce point de vue-là. Voilà.
C'était une remarque, en fait. Je suis d'accord avec toi, hein. Notamment, je sais que, comme moi, tu as enseigné dans des écoles de design. Donc, tu as été confronté directement à la production du sens au travers des objets, au travers de différents modes de production. Comment produire le sens et quels sont les effets du sens et où est-ce qu'on peut les contrôler ou les affiner pour que les utilisateurs repèrent les endroits où il faut, la grande question de la factitivité, comment effectivement on peut guider, opérer cette coopération donc, avec les utilisateurs. C'est la question que posait Michela, finalement, c'était celle de comment d'une certaine manière, un domaine, un objet d'étude peut nourrir la théorie et réciproquement. Moi, c'est au travers de l'enseignement, finalement, et de la pratique réelle, engagée dans des projets, que j'ai en permanence fait ça. En tant que chercheur, bien évidemment, j'ai moi-même élaboré des dispositifs, mais c'est, par exemple, des dispositifs d'audit, par exemple, des dispositifs de gestion de projet, qui sont des applications de la théorie sémiotique pragmatique à des outils. Voilà, des outils. Le mot est lancé, des outils. Voilà, c'est ça. J'ai fabriqué des outils. La théorie me permet de fabriquer des outils qui permettent d'éclairer et la théorie et la pratique. Et je pense que ce concept d'outil qui est majeur dans la sémiotique pragmatique, les mots étant des outils, les images étant des outils, etc., c'est ce qui me permet de faire le passage, voilà, entre la théorie et la pratique, entre une sémiotique passive, même si l'analyse n'est pas passive, évidemment, mais ça collait assez bien avec mon idée d'une sémiotique active, engagée, pratique, qui a des effets et qui a des conséquences. Je suis vraiment très intéressé par les conséquences. Je trouve que la sémiotique telle qu'on la produit n'évalue pas assez les conséquences de ces actions théoriques et pratiques. Une analyse, ça a un impact sur celui qui la lit, sur celui qui en est l'auteur, enfin de l'objet dont on fait l'analyse, etc., s'il est vivant, notamment. Et moi, je travaille avec des gens qui font de la création, donc qui sont des vivants. Quel impact ça a? Quel impact ça a sur les utilisateurs? Quelles sont les conséquences de nos choix? Quelles sont les conséquences de ce qui, à un moment donné, a été privilégié et qui a été retenu et mis en avant? Donc, je sais que la sémiotique pragmatiste est une sémiotique conséquentialiste. Et c'est ça, peut-être, qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Et travailler avec les designers, c'est ce qui m'a peut-être le plus directement appris à prendre en considération les conséquences. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bernard. Cette question des conséquences est hyper importante parce qu'en fait, face à un public qui a besoin de la sémiotique comme outil, même la sémiotique même comme outil, c'est hyper important. Le fait de donner des réponses par rapport aux conséquences de leur phase de conception, de conceptualisation et de mise en forme même de ces conséquences de la pensée, de l'organisation de la pensée. Et moi, de mon côté, je fais beaucoup plus par la sémiotique grémassienne, mais au-delà de ça, c'est important comment la sémiotique, en fait, n'importe quelle sémiotique peut donner des déclics, effectivement, pour maîtriser cette production de signification. Oui, exactement, parce que c'est deux secondes sur ça, c'est effectivement l'apport de la sémiotique que de montrer que les effets sont la signification, les conséquences des effets sont la signification toujours en mouvement et en développement, alors que spontanément, les designers pensent que la signification est dans l'objet tel qu'ils viennent de le produire et que c'est la signification qu'ils y ont, pour les plus naïfs en tout cas, c'est la signification qu'ils ont voulu y mettre qui est la signification. Alors qu'une approche sémiotique orientée effet, orientée conséquence, montre que non seulement c'est une série de mutations, et que la signification est du côté des usages et de leur transformation. Et dans le monde des interfaces interactives dans lequel je travaille, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on peut toujours modifier nos interfaces. À la différence des objets qui sont figés en quelque sorte, nous, nos interfaces, si elles ont un défaut, on peut les corriger facilement.
C'est l'avantage de ce média, c'est qu'on peut à tout moment réintervenir, corriger, transformer, muter à mesure que les utilisateurs montrent qu'il y a là un défaut ou un problème d'utilisation. Merci.